Merci de choisir Africable Télévision pour vous informer. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres. Au Soudan, le président Omar el-Béchir annonce la libération de tous les prisonniers politiques du pays. Mais l'opposition, qui regroupe une vingtaine de partis, rejette la proposition du chef de l'État soudanais. En Centrafrique, l'opposition politique remet en cause sa participation à la première réunion du nouveau gouvernement prévue ce mardi. Elle affirme ne pas avoir assez de postes intéressants. Par contre, des postes clés, pétrole, défense ou encore communication sont aux mains des représentants de la rébellion. Bienvenue sur Africable Télévision. En ouverture de ce journal, le Soudan, le président Omar Hassan el-Béchir a annoncé lundi la libération de tous les prisonniers politiques du pays. 6 sont effectivement sortis des geôles, mais l'opposition, qui regroupe une vingtaine de partis, rejette la proposition du chef de l'État soudanais. Un récit signé Kolsia Ngarsu. Après 24 années de pouvoir, le président soudanais Omar Hassan el-Béchir fait preuve d'ouverture en annonçant la libération de tous les prisonniers politiques du pays. La semaine dernière déjà, le vice-président Ali Othman Taha avait invité les partis d'opposition ainsi que les rebelles du SPLM-N à participer à l'élaboration d'une nouvelle constitution qui garantirait selon Khartoum plus de liberté et de démocratie. Un projet d'ores et déjà rejeté par l'opposition qui estime que le président Omar el-Béchir fait mine de dialoguer juste pour rester au pouvoir ou encore pour calmer la grogne sociale devenue depuis l'indépendance du Sud-Soudan il y a bientôt 2 ans un véritable casse-tête pour le régime. L'armée et le SPLM-N qui s'affrontent depuis 2011 dans 2 régions frontalières avec le Soudan du Sud où Khartoum cherche à affirmer son autorité n'est pas de nature à arranger les choses. Mais au bord du Nil bleu, on continue de croire à ce dialogue national sans exclusion. Des bordures du Nil bleu, nous poursuivons avec l'actualité en Centrafrique. Les rebelles de la Séléka s'installent aux commandes, mais la première réunion du nouveau cabinet prévue ce mardi pourrait être retardée. Les représentants de l'opposition politique remettent en cause leur participation. Ils jugent la nouvelle équipe trop peu représentative de leur sensibilité. Pour rappel, 9 ministres sont issus de la Séléka et que Michel Diotodia cumule à la fois présidence et ministère de la Défense. L'opposition affirme ne pas avoir assez de postes intéressants dans le nouveau gouvernement. Par contre, des postes clés, pétrole ou encore communication, sont aux mains des représentants de la rébellion. Nous restons toujours en République centrafricaine. Bassambélé est une ville située à 150 km de Bangui, la capitale. C'est là, dans une prison militaire, que l'ancien président enfermait ses opposants. Dans ce reportage, des témoignages d'anciens détenus. Retour au camp militaire de Bassambélé. Ici, on l'appelle le Guantanamo de Bozizé. Ils avaient un slogan ici, on dit entrer c'est facile mais sortir c'est difficile. C'est ce qu'ils disaient. Chaque militaire te disait ça. Tu rentres mais tu ne sors pas. Ils en sont sortis pourtant, il y a 1 semaine, libérés par la Séléka. Idriss y est resté enfermé 2 ans. Serge est arrivé le 14 août dernier. C'est d'ici qu'ils ont commencé la torture. Avec des cordelettes, des crosses. Il y en a qui utilisaient le couteau. Il y en a qui utilisaient les pierres, ils me jetaient là-dessus, ils disaient « Vous avez voulu faire partir le président, mais c'est vous qui allez partir maintenant. » Secrétaire général du Conseil de la jeunesse, Serge est accusé d'avoir voulu déstabiliser le régime, comme tous ceux enfermés dans ce cachot. Idriss était là. Il était là. Ator, Georges, Tani, je suis en train de vivre ça et je les vois en train de s'allonger. 17 prisonniers en tout dans cette cage sans fenêtre de 40 mètres carrés. Nous on dort là, mais les toilettes nous les faisons ici. Vous voyez, ce sont là nos urines, ce sont là les déchets qui sont là. Ils sont restés enfermés 24 heures sur 24, un repas par jour, 2 bouteilles d'eau croupie à partager. Alors si vous en demandez, c'est des coups que vous demandez. Moi, quand je suis arrivé, par exemple, il y a des choses que j'ai trouvées de bizarres. J'avais demandé à Yaya à quoi servaient ces cordes. Quand on mettait la corde au cou, on nous surélevait,
on nous poussait et on se retrouvait tendu avec les pieds qui battaient comme ça. Des simulacres d'exécution et parfois des exécutions tout court, sous leurs propres yeux. Dans l'actualité, la formation de militaires maliens par la mission de l'Union européenne qui a commencé ce mardi. Les premiers soldats à en bénéficier sont attendus sur la base de Koulikoro à une soixantaine de kilomètres de Bamako. Un commentaire signé Daouda Kamati. Après plusieurs mois de préparation, la mission européenne de reconstruction de l'armée malienne, baptisée EUTM Mali, a été lancée ce mardi 2 avril par 550 formateurs militaires européens. Objectif, professionnaliser les soldats maliens pour qu'ils soient capables de résister à de nouvelles attaques de groupes djihadistes. Dans le même temps, l'armée malienne a sélectionné 670 soldats issus de 4 régions pour former le premier bataillon dépêché à Koulikoro. Pendant 2 mois et demi, ils y suivront un entraînement intensif au maniement des armes ou au respect des ordres. Ils bénéficieront aussi de cours de droit international humanitaire et sur la protection des civils. Ce bataillon devrait ainsi être opérationnel à la fin juin et en mesure d'être déployé dans le nord. Selon un constat fait par le commandant français de l'UTM, le général François Lecointre, l'armée malienne est déstructurée, incapable de se projeter dans l'avenir. Bref, tout est à reconstruire. Initialement, la mission EUTM Mali est une mission de 15 mois qui a pour objet de former 4 bataillons. Je l'ai dit, de 650 à 700 hommes chacun. La tâche des instructeurs européens est donc immense et se fera par vagues. 4 bataillons de 670 hommes seront successivement formés, soit au total quelques 2700 soldats. Au programme des cours techniques, c'est-à-dire entraînement au tir, manœuvres, mais aussi des formations théoriques avec notamment des modules sur le respect du droit humanitaire. Les premiers éléments formés devraient être opérationnels au mois de juillet. Au total, 23 pays européens sont engagés dans cette mission de formation. La France est la plus impliquée, suivie par l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la République tchèque. Mais au-delà de la formation initiale, l'armée malienne a aussi besoin d'équipements et d'un encadrement solide. L'Union européenne espère en tout cas faire mieux que les États-Unis, qui eux aussi ont beaucoup investi dans l'encadrement des soldats maliens. Compte tenu de la situation actuelle, l'UTM pourrait se contenter de former des cadres, de futurs instructeurs maliens, car le gros des bataillons maliens est actuellement mobilisé pour mener la guerre contre le terrorisme. Sur un tout autre registre, le Burkina Faso et ses partenaires se sont penchés sur un cadre national en matière d'eau et d'assainissement. De nouveaux engagements ont été pris à l'occasion d'une réunion bilan par les acteurs de ce secteur en vue de répondre aux préoccupations des populations. Après 3 jours de réflexion, les acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement et les partenaires techniques et financiers s'accordent sur 10 mesures prioritaires à mettre en œuvre pour répondre aux préoccupations des populations en matière de l'eau et de l'assainissement. C'est ce qui justifie la signature de ce document entre le ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement et la Banque mondiale. Un acte qui réaffirme l'engagement de la Banque mondiale aux côtés du département de Mamounata Belém dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Ça nous donne espoir que d'ici 2015, nous allons atteindre la cible visée qui est de 89%. L'année passée, c'était à 83%. Cette année, on est passé à 84%. Donc, on a espoir que nous allons atteindre les 89% là, qui est visé pour l'objectif du millénaire pour le développement. La revue conjointe du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement PNAEPA et l'Action pour la gestion intégrée des ressources GIR a débuté depuis le 17 janvier dernier. Elle a permis aux acteurs d'évaluer les résultats atteints par les 2 programmes en 2012 et de formuler les recommandations à même de booster le secteur. Après avoir salué les acquis engrangés, les partenaires techniques et financiers ont souhaité une opérationnalisation progressive des agences de l'eau dans les espaces de gestion du pays. Ils ont aussi suggéré à ceux qu'une attention particulière soit portée sur l'impact des activités minières sur les ressources en eau. C'est donc fini pour la revue conjointe 2013 du PNAEPA et du PAGIR. Rendez-vous est donc pris pour juin 2013 pour la revue à mi-parcours.
En Côte d'Ivoire, l'opération d'exhumation des corps découverts au lendemain de la crise post-électorale démarre le jeudi 4 avril. L'information a été donnée par le collectif des victimes au cours d'une conférence de presse. Rappelons que des fosses communes ont été découvertes après la crise post-électorale. Bientôt plus de tombes dans la cour de la mosquée principale de Yopougon, camp militaire. Les corps des 4 personnes assassinées au plus fort de la crise post-électorale et enterrées dans cette fosse commune seront exhumés pour un enterrement digne des morts le 4 avril prochain. Là, c'est pas trop, parce que à cause de ça, même, je ne vais pas prier dans la mosquée ici. Je prie ailleurs, parce que je ne vais pas voir mon corps de mon enfant, toujours, ça me fait mal. Au cimetière, si une fois que je connais le coin, c'est facile. De temps en temps, on peut se rendre sur la tombe de là-bas pour lui donner des bénédictions, comme il se doit en islam. Au total, 376 corps enterrés notamment dans des fosses communes seront exhumés dans la seule commune de Yopougon. Le 4 avril donnera ainsi le coup d'envoi d'une opération nationale pour enterrer dans des cimetières tous les morts de la crise post-électorale. Nous pourrons avoisiner entre 500 et 800 corps à exhumer sur tout le territoire ivoirien. L'opération est conduite par le gouvernement, mais le CVC représente les victimes. Annonçant cette opération d'exhumation, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVC, a salué l'engagement du gouvernement. Dans le reste de l'actualité, cet accident au Maroc, c'est une défaillance de frein qui serait à l'origine d'une collision entre un poids lourd et un tramway à Casablanca hier. Un accident grave qui a également provoqué une grosse perturbation du trafic urbain. La rame de tramway complètement désarticulée témoigne de la puissance de la collision. Vers 10h30, quelques secondes après avoir quitté la station des facultés en direction de Sidi Moumen, elle a été percutée de plein fouet par un camion remorque. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule. Le camion devait respecter le signal rouge de l'arrêt, mais le conducteur n'a pas pu s'arrêter. Les freins du camion auraient lâché. Une partie de la rabat déraillée provoquant un énorme bouchon dans le quartier. Je voudrais démentir la rumeur selon laquelle il y a eu 2 morts. Il y a 2 morts, alors que c'est pas vrai. Depuis la mise en fonction du tramway il y a plus de 3 mois, 3 accidents majeurs ainsi qu'une trentaine moins graves ont été enregistrés. Et cela en dépit du nombre élevé d'agents assignés à la surveillance des lignes. Du sport avant de refermer ce journal. Après 6 ans d'interruption, le championnat de football des jeunes a repris en Côte d'Ivoire. Le lancement de la nouvelle saison s'est déroulé le week-end écoulé à Abidjan. Plus de détails avec nos confrères de la télévision ivoirienne. En lançant cette compétition de jeunes, la Fédération ivoirienne de football s'engage dans une véritable politique de détection de jeunes talents capables d'assurer la relève pour les sélections nationales. Pour ne pas se faire compter le début de cet important projet, le premier responsable de l'instance fédérale du football ivoirien est venu donner le coup d'envoi de cette compétition qui sera organisée en 3 phases par la direction technique nationale appuyée par les conseillers techniques régionaux. Le président Augustin Sidi Diallo a demandé aux techniciens engagés dans le projet de mettre tout en œuvre pour que la relève soit assurée. Rappelant le contexte de cette compétition, Sori Diabaté, premier vice-président de la FIFA, a fait savoir que cette compétition de jeunes qui reprend ses droits après 6 années d'interruption est un point important du programme d'action du comité exécutif de la fédération. 100 jeunes joueurs de la catégorie des moins de 15 ans et des moins de 17 ans seront retenus à la fin de la compétition. La cérémonie a été ponctuée par 2 matchs. Chez les moins de 15 ans, l'équipe de l'entente sportive de Bégeville s'est imposée face à la formation de Adélaïde Football Club 2-0. La deuxième rencontre disputée par les moins de 17 ans a vu la victoire de l'équipe Beckham Football Club de Cocody sur l'école foot Amitié d'Agamé 1-0. Le lancement officiel de la compétition de jeunes a enregistré la participation de quelques anciennes gloires dont Niaouré Benard et Koné Karima. Cet élément de sport met fin à cette édition. Merci à la rédaction et à la technique pour sa réalisation. Passez une excellente journée en compagnie des programmes d'Africa Télévision.